Des maths et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la guerre de la Ligue. Dans la première, je vous ai présenté les causes du conflit, son déroulement ainsi que sa conclusion, avec les principaux acteurs que sont le duc de Mercœur ou encore Henri IV. Je vous ai également parlé de l'internalisation de ce conflit avec les Anglais d'Élisabeth Ier contre les Espagnols de Philippe II, qui ont alors tous les deux débarqué en Bretagne. Donc je vous conseille de la regarder si ça n'est pas déjà fait, et pourquoi pas de la re-regarder si vous l'avez déjà vue, afin de vous replonger dans le contexte donc qui est le même que celle qui va suivre. Puisque maintenant je vais vous parler vraiment du côté guerre civile et ce qui se passe à l'intérieur des terres en vous présentant quelques nobles brigands particulièrement cruels et quelques révoltes paysannes. Donc on a un beau programme qu'on va attaquer tout de suite. Lorsque le duc de Mercœur, le gouverneur de Bretagne, rejoint la Ligue, il cherche immédiatement des alliés en faisant appel aux villes et à la noblesse bretonne. Et certains voient là une occasion de s'enrichir. Non pas légalement, évidemment, mais par tout ce qu'un conflit peut offrir de pire, c'est-à-dire les pillages, les rançons, ou l'appropriation de terres par la force. Et ça, peu importe dans quel camp on se situe, tant que c'est autorisé par les pouvoirs hiérarchiques. Et quand il y en a deux, c'est plus simple. Et c'est bien l'état d'esprit de trois nobles dont j'ai décidé de vous parler, qui se sont distingués par leur violence et leur cruauté. Elle s'annonce sympa comme vidéo, vous allez voir. Le premier dont je vais vous parler s'appelle Anne de Sanzay de la Magnane. Ne vous fiez pas à son prénom, c'est bien un homme dont il s'agit. Et il est issu d'une famille du Poitou qui arrive à une date inconnue en Bretagne, probablement vers le milieu du XVIe siècle. Lorsque la guerre éclate en 1588, il est âgé d'environ 55 ans. Et il est déjà connu dans le secteur comme étant peu recommandable, voleur aussi bien sur terre que sur mer et ayant déjà été embastillé. Dans sa jeunesse, il participe à une expédition contre les pirates barbaresques en Méditerranée et y perd un bras arraché par un boulet de canon. Celle-là qu'il obtient son surnom de bras de fer. Puis il participe aux différents troubles religieux, traquant les protestants où il le peut et se montrant toujours cruel. Entre deux conflits dans le royaume de France, il rentre en Bretagne où il s'installe dans l'abbaye de Lantenac, située dans le diocèse de Saint-Brieuc, et avec une troupe d'une centaine de soldats, il transforme le lieu sacré en caserne. Après un bref passage par le côté loyaliste en 1588, il revient vers la Ligue et décide de combattre pour le duc de Mercœur à partir de 1589. Enfin, combattre, c'est un grand mot. Dans un premier temps, à la tête d'une bande de plus en plus grosse de criminels notoires, il aura dans les 500 ou 600 hommes, il écume le Léon où il se met à piller les villages qu'il traverse avant de descendre vers la basse Cornouaille. Là, il rançonne les petits nobles et vole les paysans. Il passe 4 jours dans la commune du Fou à brûler et piller tout ce qu'il peut et règle leur compte à des groupes de paysans qui essaient de le contrer. Il en tue quand même 6 à 700. Puis il marche sur Châteaulin, porte de la juridiction de Quimper. La ville lui étant fermée, il contacte l'évêque de Quimper pour lui rappeler qu'il représente le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, et qu'il doit avoir accès aux villes pour que ses hommes puissent se reposer. Évidemment, il assure qu'il n'aura pas recours à la force. L'évêque l'autorise donc à passer et à se rendre à Quimperlé. Anne de Sanzay et ses hommes respectent le deal et passent sans faire de vagues. Il achète aux paysans tout ce dont il a besoin et continue son chemin. Pendant 2 jours. Puisque finalement, il s'arrête, fait demi-tour et ordonne à ses hommes de piller toutes les villes et paroisses qu'ils viennent de traverser, dont Châteaulin, évidemment. Puis il repart dans le Trégor, dans son abbaye de Lantenac, laissant derrière lui plus de 3000 morts. Par la suite, il pillera l'abbaye de Lan-des-Vénègres, entrera en conflit avec un de ses confrères brigands, Guy de la Fontenelle, et se trouvera bloqué dans le château de Morlaix lorsque les loyalistes l'assiégeront, avant d'être finalement fait prisonnier par ces derniers. Pas longtemps cependant, puisqu'en 1595, il sera libéré contre rançon. Ni une ni deux, le voilà qui forme une troupe de 500 hommes et qui se met en tête de piller la ville de Quintin. C'est sans compter sur le gouverneur de Guingamp qui intervient avec ses hommes, défait Anne de Sanzay et récupère le butin fraîchement volé. Anne est visiblement relâché mais sous haute surveillance et peut même se permettre de finir tranquillement ses jours dans son manoir à mourir dans son lit en 1610. Avant de passer au plus célèbre et cruel chef de guerre de cette période, j'ai nommé Guy de la Fontenelle, je vais quand même vous présenter un autre larron surnommé le Manchot, Yves du Lisquette. Seigneur du Bocquéo, près de Guingamp, il se marie avec une protestante et choisira alors de défendre ce camp. Lorsque la guerre éclate en Bretagne, il est nommé gouverneur de Saint-Brieuc par Henri IV en 1590. Pour le compte des loyalistes, il assiège Carhaix, qu'il attaque le lendemain d'une grande noce en entrant discrètement dans la ville et en surprenant tout le monde au matin. C'est en se battant contre une troupe de paysans qui veulent récupérer la ville qu'il a la main tranchée. Et il va aborer une main de fer pour remplacer son membre perdu, d'où son surnom.
Par la suite, il prendra et pillera Quintin, Corlay, Châteauneuf, Tréguier ou encore Landerneau. Il rançonne, fait prisonnier, tue et détruit pas mal d'habitations. Mais là où il se distingue des autres, c'est en 1594, lorsque lui et sa troupe sont invités à dîner chez son cousin, Hervé de Parseveau. Alors que tout le monde passe une bonne soirée dans le manoir de Mézarnoux et que le dîner touche à sa fin, Yves attrape son cousin et l'enferme lui et ses hommes dans les cachots, pendant que ceux du Manchot se livrent au pillage, au viol des femmes et au saccage du lieu. Il se servira de cet endroit comme base pendant 15 jours pour piller les églises du secteur. Mais son histoire se terminera quelques semaines plus tard puisqu'il se fera tuer par les Espagnols peu après le siège de Morlaix. Voilà, tout ça est particulièrement gai, mais le meilleur reste à venir puisque je vais maintenant vous parler de Guy Hédert de la Fontenelle, surnommé le Loup, Arblé en breton, le plus cruel et le plus célèbre de ces nobles brigands. Et ce qui est marrant, si on peut trouver ça marrant, c'est que le chroniqueur principal de cette période est le chanoine Moreau qui a écrit ses mémoires en 1606 et qui a connu le jeune Guy en 1587 avant tous ces troubles. Et il raconte que Guy, à 15 ans, vendit ses livres de cours pour aller s'acheter une épée et un poignard, ce qui en dit long sur sa vision du monde. Voilà, je trouvais ça intéressant comme anecdote, maintenant on peut y aller. Djuyon Guy en breton, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Forcément, vu qu'il parlait breton. À 18 ans, lorsque les troubles arrivent en Bretagne, et qu'il commence ses exactions. Oh, il commence petit, en réunissant des domestiques et des copains, et en allant en piller quelques possessions protestantes. Puis, très rapidement, dans la même année en fait, il dérive et se met à écumer le Trégor et la Cornouaille, réunissant autour de lui jusqu'à 3000 hommes, dont 400 cavaliers, ce qui est un certain avantage. Il prend Lannion, où il prélève d'exorbitants impôts pour entretenir ses hommes, puis part en Cornouaille pratiquer ses affaires de brigandage à grande échelle. Mais cette grosse troupe inquiète la Ligue qui lui demande de se calmer. Sa réponse est digne du personnage puisque le 20 mars 1592, il entre dans une auberge de Vannes où se tient une réunion des députés ligueurs et les menace de leur couper la tête s'ils essaient de l'arrêter. Le duc de Mercœur le fait alors arrêter et, le rencontrant personnellement, arrive à le convaincre de l'aider contre Henri IV. Et voilà Djuyon et sa troupe participant à la bataille de Craon aux côtés du duc de Mercœur. Aussitôt cette affaire terminée, il rentre en Bretagne et sur les ordres du duc de Mercœur, va s'emparer du château de Quatfrec près de Lannion. De là, il recommence à piller et amasse un grand butin, mais malheureusement pour lui, il est attaqué par les loyalistes et assiégé et est obligé de se rendre ainsi que son butin nouvellement acquis. Il a la vie sauve qu'à une seule condition, quitter la Bretagne. Et évidemment, il ne quittera pas la Bretagne. Non, il préfère repartir sur Corlay, fraîchement pillé par Yves du Lisquette, et s'y installer. C'est alors qu'une petite armée de 3000 hommes, composée de paysans, prêtres, bourgeois et gentilshommes, essaie de l'en déloger. S'ensuit un véritable massacre au profit de Djuyon, à tel point que Mercœur en personne lui écrit pour qu'il se calme un peu. Mais rien à faire, Guy est lancé. Il s'installera à Carhaix après le départ d'Anne de Sanzay, et lorgne vers le château du Granec, place forte réputée imprenable, pourtant dirigé par un seigneur ligueur. Guy se présente avec ses troupes devant le château et dit tout simplement qu'il est envoyé par la Ligue pour renforcer la défense. À peine rentré, il fait prisonnier le seigneur local et ses hommes et les enferme dans leur propre château avant de s'en emparer. De là, il mène des expéditions dans le secteur, ce qui va pousser un millier de paysans à s'unir pour assiéger le château pendant 8 jours. Guy étant absent pendant ce laps de temps, il prend les paysans à revers avec sa cavalerie et fait un véritable massacre, tuant plus de 800 hommes. Mais là où c'est vraiment cruel, c'est que Guy ordonne à ses hommes de tuer quiconque approcherait des cadavres, empêchant ainsi les familles de venir récupérer les corps, les laissant pourrir sur place. Mais en 1594, le duc de Mercœur fait venir ses troupes et détruit le château, fatigué des exactions de Djuyon. Il va alors s'emparer de l'île Tristan, dans la baie de Douarnenez, et décide d'en faire son nouveau quartier général. D'ailleurs, il renomme l'île, la faisant désormais appeler l'île Djuyon. Il s'empare de quelques bateaux en prenant Penmar, où il massacre les habitants réfugiés dans l'église, et dispose d'une véritable petite armée. Il capture une riche héritière, Marie le Chevoir, qu'il amène avec lui sur son île et avec qui il se marie, même si elle a tout juste 11 ans, met à sac tout un tas de paroisses du secteur, capture des personnes importantes pour demander rançon, et refuse même de céder son île au gouverneur nommé par le duc de Mercœur. Le comte du secteur rassemble bien 2000 hommes, mais Guy les prend encore par surprise avec ses cavaliers et en tue environ 1500 avant de capturer le comte pour le relâcher contre rançon. Il est plus puissant que jamais, disposant d'une flotte d'une dizaine de navires,
allant même jusqu'à en faire construire, réussissant à capturer au terme d'une bataille navale des navires anglais, installant des garnisons dans différentes places fortes, et régnant d'une main de fer sur ce petit royaume à son nom. Mais en 1597, il envoie sa flotte à l'entrée de Brest pour piller ce qu'il peut et montrer sa puissance à un peu tout le monde. Le gouverneur de Brest, le loyaliste René de Rieux dit Sourdéac, envoie contre lui des navires et lui inflige une sévère défaite puisqu'il coule et capture la plupart des navires du Loup. Pendant ce temps-là, Guy en personne essaie de prendre Quimper avec ses hommes, mais subit là aussi une défaite et doit se replier, perdant une bonne partie de son armée. Sourdéac décide d'en finir avec ce nuisible et prend une à une les garnisons mises en place par Juillon en prenant soin d'exécuter systématiquement les prisonniers. Il assiège alors l'île Juillon, mais il n'arrive pas à passer les fortifications et au bout de 2 mois, il se voit obligé de lever le siège apprenant que les Espagnols arrivent secourir le brigand. Et arrive le 20 mars 1598, date à laquelle le duc de Mercœur se soumet à Henri IV, qui promet son pardon royal à qui veut bien déposer les armes. Guy Hédard de la Fontenelle accepte, bien évidemment, obtenant ainsi le pardon royal pour tous les crimes qu'il a commis. Et ce n'est pas tout, étant tout de même assez puissant, le roi le nomme officiellement gouverneur de l'île Tristan, ou l'île Juillon à ce moment-là. L'île va reprendre son nom d'avant quand il sera plus là. Les années suivantes, il semble se tenir à carreau, restant sur son île avec sa jeune femme et ses hommes. Mais en 1602, il est arrêté sur ordre du roi pour avoir participé à un complot avec les Espagnols qui visait à faire renaître la Ligue. Nous n'avons aucune preuve qu'il ait vraiment participé à ce complot, dit complot de Biron, ou que le roi ait cédé à diverses pressions des ennemis de la Fontenelle, mais ce qui est sûr, c'est que Juillon est amené à Paris, torturé, puis condamné à mort le 25 septembre 1602 par le supplice de la roue. Sa tête est ramenée en Bretagne où elle est exposée au sommet de la porte de Toussaint à Rennes. Il meurt ainsi seulement à 28 ans, après avoir marqué le pays de sa terreur. Petite anecdote pour finir sur ce personnage, sachez que son épée a été récupérée et est actuellement exposée au musée départemental breton à Quimper, donc si vous êtes curieux et que vous passez par là, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Quand vous la verrez, dites-vous que cette épée est sûrement responsable de beaucoup de morts. Et de choses tout à fait horribles, qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà. Donc voilà pour les brigands, il est temps de parler un petit peu de leur victime principale, c'est-à-dire les paysans. De 1589 à 1591, il y a quelques révoltes paysannes assez importantes, car ils ne sont pas non plus sans défense et ont tenté plusieurs fois de se mettre en travers de la route des chefs de guerre, comme on l'a vu plus haut, bon, la plupart du temps sans succès. Mais parfois cela tiendra aussi de la révolte populaire, comme dans les paroisses de Gouézec et Plébin au mois d'août 1590. Un prêtre monte une petite troupe de paysans armés afin d'aller combattre les nobles loyalistes qui ont brûlé sa maison. Encerclant un manoir, se battant contre des cavaliers sortis pour les faire fuir, ils finissent finalement à rentrer et, à l'aide d'arquebuses, de haches et de fourches, massacrent tous les habitants du manoir, c'est-à-dire 90 personnes, avant de mettre le feu à la bâtisse et de jeter le maître des lieux dans les douves. Mais d'autres troupes beaucoup plus conséquentes, souvent menées par des nobles de petite noblesse, donc assez proches des paysans, vont se former et jouer un rôle dans ce chaos ambiant. Lors d'un assaut contre Tréguier, on parle de 15 000 hommes. Sur Vitré, ils sont 4 000 à attaquer la ville, tandis que 15 à 20 000 paysans attaquent Brest, tenus par les loyalistes. Chiffre probablement exagéré par les chroniqueurs contemporains, mais ça laisse imaginer tout de même un grand nombre. Non pas que les paysans soient protestants, ce qui n'était pas le cas, ou qu'ils soient tous manipulés par les seigneurs locaux. C'est plutôt, comme le dit le Parlement de Rennes en 1589, je cite, « une réaction à une surcharge et oppression que le pauvre peuple reçoit par les impositions extraordinaires qu'on lui met. » Car même si les campagnes bretonnes s'en sortent plutôt bien économiquement en cette fin de XVIe siècle, il y a quand même ce conflit de classe sociale envers la grande noblesse et la bourgeoisie des villes. En trame de fond, ces conflits séculaires anti-seigneurial et anti-urbains sont à la base des motivations paysannes. D'ailleurs, il existe une Jouers qui date d'un siècle plus tôt où des troubles paysans avaient secoué la région et qui définit assez bien cet état d'esprit. Vous pouvez la retrouver chantée par Maël à la toute fin de la vidéo, alors surtout, restez jusqu'au bout. Pour revenir à notre sujet, après 1591, les révoltés abandonneront l'attaque des villes pour se concentrer plus sur leur défense face aux brigands et autres cruels sanguinaires qui se baladent dans la campagne, et ils se mettront souvent en travers de leur route pour finir la plupart du temps taillés en pièces. De plus, il faut ajouter à ça les troupes anglaises et espagnoles qui arrivent à partir de 1591,
Armés et entraînés, ils vont surtout s'occuper des sièges des villes et, battant la campagne, réquisitionneront tout ce dont ils ont besoin aux paysans qui n'auront pas vraiment leur mot à dire. Lorsque la paix arrive et que le duc de Mercœur se soumet, la plupart des nobles brigands arrêtent leurs exactions, mis à part quelques rares individus, qui en général ne feront pas long feu. Grâce au pardon royal d'Henri IV, la grande majorité des chefs de guerre encore vivants à la fin du conflit s'en sortiront sans être inquiétés. Quant aux révoltes paysannes, elles démontrent la réactivité du monde rural à réagir et une certaine spontanéité face aux troubles causés par les aristocrates urbains. Réactivité que l'on retrouvera dans la révolte des Bonnets Rouges en 1675 et dans la chouannerie 200 ans après la guerre de la Ligue. Voilà pour cette deuxième vidéo sur la guerre de la Ligue, bien différente de la première par son contenu. À la base, dans cette vidéo, je voulais rajouter une troisième partie sur le rôle des ports pendant cette guerre, et je me suis dit que ça passait pas, donc je vais faire une troisième sur cette période, parce que je trouve ça super intéressant, qui sera vraiment focalisé sur le rôle des ports lors de la guerre de la Ligue, donc Morlaix, Penmar, Brest, et bien entendu Saint-Malo, qui a tenté de prendre son indépendance pendant cette période de troubles. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de commenter, de mettre sur les réseaux sociaux, pour faire connaître la chaîne et les vidéos, et ça me fait plaisir, c'est super cool, je vous remercie tous. Trugaré à Kenavo. Maloruden du gentil ker, Eurabech are labourero, Eurabech are labourer. Du gentil nevere der jongar, gane di korn ur pargman allo, gane di korn ur pargman all. Per en zeratje mu da breich, ein da kulm ner den inecho, ein da kulm ner den ineich.